Donc pour terminer, passons à Plutarque. Donc Plutarque vit au 1er siècle après Jésus-Christ. Il est d'origine grecque. Il a été formé à l'Académie de Platon. Et il va acquérir la citoyenneté romaine puisqu'il va séjourner à Rome. Va mener à la fois une carrière d'intellectuel, de moraliste, de philosophe, mais aussi une carrière politique. Et donc dans ses textes, dans ses traités, il va s'opposer avec virulence à la philosophie stoïcienne et à son anthropocentrisme inconséquent. La question de l'animal, Plutarque est essentiellement connu de nous pour ses réflexions sur l'animal, notamment par exemple ce petit texte. Attendez, ça ne marche pas. Voilà, Plutarque de l'intelligence des animaux. Mais en réalité, la question de l'animal est certes récurrente dans son œuvre. C'est un biais par lequel il va pouvoir critiquer le stoïcisme, mais c'est pas non plus une question centrale dans son œuvre. Mais effectivement, il passe pour nous, pour être avec Pythagore l'un des premiers penseurs du végétarisme. Donc c'est pour ça que si vous allez sur des sites qui défendent l'animalisme, le végétarisme, le véganisme, on va tout le temps vous parler de Pythagore et de Plutarque. Alors, bon, son argumentation sur le végétarisme n'est pas totalement claire. Il semble soutenir plutôt un végétarisme modéré, c'est-à-dire une simple frugalité, avec l'argument suivant, manger de la viande est le lot des vivants. Manger de la viande par nécessité est juste, mais trop et bien manger, et pour cela tuer les animaux par friandise, comme il dit, et non par nécessité, c'est basculer dans le meurtre. Voilà. C'est sortir de nos droits vis-à-vis de la nature. Donc ce qu'il va critiquer, c'est ce qu'il appelle les crimes de nourriture que constituent les banquets, les ripailles, les orgies, et il va les rapprocher du geste sacrilège des compagnons d'Ulysse qui s'étaient attaqués par désir de mangeaille aux bœufs de l'île du Soleil, et les bœufs déclarés sacrés et interdits. Voilà. Et donc ce désir de mangeaille aurait été plus fort que l'interdit. Donc vous voyez, son végétarisme se fait plutôt au nom d'une critique de la gourmandise plutôt que d'une absence de consommation radicale de viande. Voilà. Il va aussi écrire un traité sur l'intelligence des animaux, va se permettre de douter de l'absence de logos chez l'animal. J'aurai l'occasion d'y revenir dans effectivement ce traité, l'intelligence des animaux, mais aussi le petit texte un peu humoristique intitulé le Grios. Voilà, bon, je reviendrai sur ces points-là. Ce qui m'intéresse dans la perspective de notre cours, ce qui m'intéresse dans sa pensée, c'est la façon dont lui aussi, il va, à la suite de Théophraste, repenser les égards, les obligations qui nous lient aux animaux. Donc dans le texte que je vous ai sélectionné, le texte numéro 5, extrait des vies parallèles, il va s'en prendre à une attitude qui consiste à traiter les animaux comme des êtres sans valeur, des objets inanimés. Alors, je lis le texte et puis je vous explique ses tenants et aboutissants. Pour moi, chasser et vendre comme des bêtes de somme, les serviteurs devenus vieux, dont on a tiré tout le profit possible, c'est le fait d'un caractère trop dur et de quelqu'un qui ne s'imagine pas d'autres liens entre les hommes que ceux de l'intérêt. Cependant, nous voyons que le domaine de la bonté est plus vaste que celui de la justice. Nous n'appliquons naturellement la loi et le droit qu'aux hommes seuls, tandis que la bienfaisance et la libéralité s'étendent jusqu'aux animaux privés de raison, en s'écoulant d'un cœur généreux comme d'une source abondante. L'homme doué de bonté doit nourrir ses chevaux épuisés par l'âge et soigner les chiots, mais aussi les chiens devenus vieux. Et de fait, nous ne devons pas traiter les êtres vivants comme des chaussures ou des ustensiles qu'on jette quand ils sont abîmés ou usés à force de servir. Car il faut s'habituer à être doux, praos, et clément envers eux, sinon pour une autre raison,
du moins pour s'exercer à la pratique de la vertu d'humanité. Pour ma part, je ne vendrais même pas un bœuf de labour pour cause de vieillesse, à plus forte raison un homme âgé. Je ne voudrais pas lui faire quitter l'endroit où il a été nourri et son régime habituel comme un homme exilé de sa patrie. Et cela pour quelque menue monnaie, d'autant plus qu'il serait inutile à son acheteur autant qu'à son vendeur. Mais Caton, comme s'il tirait vanité de tels procédés, nous dit qu'il abandonna en Espagne le cheval même qu'il montait pendant son consulat, afin de n'en pas faire payer le transport par mer à l'État. Faut-il voir là de la grandeur d'âme ou de la mesquinerie? Alors, ce texte consacré à la vie de Caton l'Ancien s'en prend à la dureté de mœurs, à la manière dont certains se comportent vis-à-vis de leurs serviteurs. Donc vous voyez, c'est la question du rapport maître-serviteur qui se trouve au commencement de l'argumentation, mais aussi à leurs animaux domestiques. Donc en effet, Caton se vantait visiblement de renvoyer ou d'échanger contre de l'argent ces vieux serviteurs devenus inexploitables et les traitait comme des bêtes de somme. Or, on le voit, y a-t-il là pour Plutarque une grandeur d'âme ou de la mesquinerie? Plutarque critique cette conception strictement utilitaire de la communauté humaine qui ne réussit pas à se représenter d'autres liens que ceux de l'intérêt entre les hommes. Voilà, on s'approche quasiment déjà de la fameuse maxime kantienne. Il faudrait apprendre à considérer l'autre ici, ce vieux serviteur devenu vieux. Il faut savoir que quand Plutarque écrit ce texte, il est lui-même en train de vieillir et hanté par cette question de la vieillesse. Il faudrait apprendre à considérer l'autre toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Mais à partir de là, vous voyez, la figure de l'animal qui ne jouait qu'un rôle analogique dans le texte, ce serviteur était comparé à une bête de somme, va passer au premier plan dans la réflexion. Et Plutarque va montrer que l'obligation qui lie le maître à son serviteur est aussi valable dans le rapport de l'homme à ses animaux. Je cite le texte, « L'homme doué de bonté doit nourrir ses chevaux épuisés par l'âge et soigner les chiots, mais aussi les chiens devenus vieux. » Donc, il semble dire, un peu à la suite de Théophraste, que quelque chose dans les vivants, même non humains, excède l'utilisation que l'on peut en faire. Je le cite, « Nous ne devons pas traiter les êtres vivants comme des chaussures ou des ustensiles qu'on jette lorsqu'ils sont abîmés. » Vous voyez, le mouvement est celui-ci. S'il ne faut pas traiter le serviteur âgé comme une bête de somme, il ne faut pas traiter les animaux non plus comme des êtres inanimés, des vieilles chaussures. Là encore, le cercle des obligations s'élargit peu à peu. Du citoyen libre au serviteur. Finalement, il faut aussi voir dans le serviteur un citoyen, un égal avec lequel on ne doit pas avoir seulement un rapport instrumental. Donc le cercle s'élargit du citoyen libre au serviteur, mais aussi du serviteur à tout être vivant. Mais ce qu'il y a d'original dans ce texte, c'est que Plutarque ne réclame pas l'élargissement aux animaux du droit de la cité et de la loi. Il introduit une distinction essentielle dont, vous verrez plus tard, Montaigne, dans les Essais, se souviendra. Une distinction qui lui permet de déjouer l'épineuse question du droit des animaux. On le sait, ce qui est délicat, ce qui est difficile à penser dans le droit des animaux, c'est une justice qui se joue en dehors de toute forme de réciprocité. Plutarque propose une distinction intéressante. Il nous dit le domaine de la bonté, de la bienfaisance ou de la libéralité est plus vaste que celui de la justice.
de la dike, D-I-K-E en grec. Car si l'on doit justice aux hommes capables d'obligations réciproques, on doit, nous dit le texte, bienfaisance et libéralité aux autres vivants. On pourrait dire, voyez, si on va un petit peu plus loin, que le droit positif lie les hommes entre eux par des contrats, mais un droit plus essentiel, un droit qu'on pourrait dire naturel, fonde une communauté plus originaire que la cité, une communauté des vivants. Hein, c'est cette loi qui pousse Antigone à ensevelir son frère, cette loi non écrite, cette loi naturelle. Eh bien, tout se passe comme si cette loi naturelle se trouvait au fondement de la communauté des vivants et englobait la loi positive, la justice qui est au fondement de la communauté des hommes de la cité. Élisabeth de Fontenay, dans Le silence des bêtes, fait remarquer que dans le texte latin, cette bienfaisance, cette libéralité se nomme caritas, ce qui deviendra pour nous en français charité. Alors évidemment, on ne va pas évoquer ici la théologie chrétienne, ce serait anachronique, mais on peut quand même relever un point intéressant. La justice, dike, donc, est faite pour régler les rapports entre égaux. Elle est faite pour les hommes qui, possédant le logos, savent parler, contracter des liens juridiques, promettre et pratiquer la réciprocité. Donc la justice est un rapport symétrique et d'une certaine manière peut-être toujours un calcul intéressé. Hein. C'est le propre de la règle d'or. Hein. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. La charité, elle, est une générosité asymétrique. C'est un don parfaitement gratuit qui s'exerce principalement à l'endroit de celui qui ne pourra pas vous rendre ce que vous lui avez donné. Et donc, cela montre qu'il existe des liens moraux entre des êtres dans des contextes de non-réciprocité. S'il n'existe pas de lien véritablement juridique entre les êtres dans des contextes de non-réciprocité, d'asymétrie ou de différence, il existe néanmoins des liens moraux qui nous rendent sensibles à ce qui, dans toute vie, doit être préservé. Par exemple, dans le cas du texte de Plutarque, la possibilité de vieillir chez soi. Voilà. Finalement, vendre l'animal de travail, c'est l'exiler de son foyer. Voilà. Et là encore, à travers cette distinction entre dike et caritas, Plutarque, dans la veine de Théophraste, ne ressent pas, lui non plus, la nécessité de nous montrer que les animaux nous ressemblent et partagent la même raison, le même logos, hein, et qu'il faut penser des obligations envers eux. Non, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Plutarque, comme Théophraste, ne ressent pas la nécessité de montrer que les animaux nous ressemblent et partagent un même logos pour penser les obligations envers eux. Voilà. Si nos obligations ne sont pas d'ordre juridique, elles sont d'ordre moral. Voyez, il ne s'agit pas de justice, mais bien de bonté, de libéralité ou de bienfaisance. Ou encore dans le texte, un concept important qui sera repris ensuite dans la philosophie grecque, de douceur. Plutarque nous dit il faut s'habituer à être doux, praos. Voilà, la douceur, praotes, hein, est une vertu justement hellénique importante qui doit accompagner, qui dépasse la dike, la justice. Plutarque va évoquer le cas de quelques animaux illustres
qui justement seront associés à la cité et à la communauté politique, hein, qui développera une considération des égards envers eux. Alors à Athènes, par exemple, la cité est dite la plus civilisée du pays, et on raconte que les mules qui aidèrent à construire le Parthénon et dont l'endurance fut particulièrement remarquable, furent remises en liberté. Ou encore, il cite l'exemple de la jument de Cimon, C-I-M-O-N, 3 fois vainqueur à Olympie, et dont les tombes ont été placées à côté de leur maître. Voilà. Cet égard est un effet de cette douceur, de cette praotesse que nous devons à l'animal. Et ce qui est intéressant, je terminerai par là, c'est que cette bienveillance, cette douceur envers l'animal, qui s'accompagne chez Plutarque d'une critique évidemment de la pratique sacrificielle, n'incarne absolument pas un refus de la civilisation, comme dans le cas du cynisme ou de l'orphisme. Être humain et être civilisé, c'est non seulement faire reculer les frontières de la cité et de la race, mais aussi les frontières de l'espèce. Car, et c'est le point important qu'on trouve à la fin du texte, car, de fait, nous ne devons pas traiter les êtres vivants comme des chaussures ou des ustensiles qu'on jette quand ils sont abîmés ou usés à force de servir, car il faut s'habituer à être doux, praos, et clément envers eux, sinon pour une autre raison, du moins pour s'exercer à la pratique de la vertu d'humanité. Voilà. Être doux envers les animaux, c'est s'exercer à être doux envers les hommes, ce que Caton, en l'occurrence, n'est pas. Et cette sollicitude avec les êtres qui n'ont pas, qui ont peu de communication avec nous, doit nous rendre plus humains avec nos semblables, avec qui nous partageons le logos et avec qui nous pouvons communiquer. Donc c'est en vue de nous désensauvager qu'il convient d'être bienveillant envers les animaux. La douceur entre les bêtes exerce à la philanthropia, et notamment à son mouvement de décentrement progressif. Vous vous souvenez, hein, la difficulté de la philanthropia, de cette solidarité entre tous les hommes, et avec Théophraste ensuite, avec tous les vivants, c'est qu'il faut être solidaire avec tout homme, au-delà des ressemblances et des différences, surtout de parenté et de culture. Eh bien, apprendre la sollicitude envers les animaux, c'est apprendre à considérer le lointain comme proche, dans le but, évidemment, de ne jamais se mettre à considérer le proche, c'est-à-dire l'autre homme, comme lointain et comme devant être égorgé comme une bête. L'inhumanité des hommes, je terminerai sur ce point, ne concerne pas seulement les rapports des hommes entre eux. On peut être inhumain avec un animal. Et je crois que ce qu'il faut bien retenir, ce qu'il faut bien avoir en tête pour conclure ce cours, vivre avec les animaux, avec cette première figure de l'animal compris comme un vivant qui donc vit sa vie entre ces deux autres types de vivants que sont les dieux et les hommes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'opposition entre cette philanthropia exclusive et anthropocentrée des stoïciens qui met en avant la possession du logos, et donc cet humanisme inhumain d'une certaine manière, et la praotesse, la douceur plutarchienne ou la philanthropia théophrastienne, qui sont véritablement universelles et qui nous font nous sentir solidaires d'une communauté plus large, la communauté des vivants. L'animal est un vivant, et avant d'être un homme possédant un logos, nous sommes un vivant. Et donc nous sommes solidaires de tous les vivants.